Bonjour et bienvenue à cette nouvelle interview de Pivot Now. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle personne, ou je dirais personnalité. C'est un dirigeant. C'est un dirigeant un peu spécial parce que il est dans des sphères un petit peu qui sont très spécifiques, dans la recherche et développement, dans des choses de pointe. Il fait partie de quelques experts qui se comptent sur les doigts de peut-être une seule main dans sa discipline. Il va se présenter, il va nous parler de ce qu'il fait et de comment l'intelligence artificielle l'aide à aller encore plus loin. Je vous présente docteur ou professeur? Docteur Khalid Zawili. Bienvenue parmi nous. Merci Salah, merci pour ton invitation, merci. Avec plaisir. Alors, sache que notre public, c'est principalement des dirigeants de PME, PMI. Et on partage avec eux des clés, des histoires inspirantes de dirigeants. Et là, on est sur un partage entre pairs. D'accord. Alors, on va pas commencer avec les trucs habituels. Est-ce que tu peux te présenter et tout? Tu sais, avec Alexandre qui nous filme là, il a dit tout à l'heure, j'aime bien un mot out of the box. Out of the box. C'est quoi cette histoire de out of the box? Alors, out of the box, c'est vrai que c'est en fin de compte comment réfléchir autrement. D'accord. Pour résoudre des problèmes. Souvent, quand on a dans le domaine de l'innovation des problèmes à résoudre ou tout simplement à innover, il faut d'abord de la créativité, de la curiosité, et puis parfois, il faut penser autrement les choses, voilà, pour résoudre le problème. Excellent. Alors, là aussi, présentation pour des chefs d'entreprise. Je sais que tu es dans un domaine relativement pointu, des termes comme, d'ailleurs ton entreprise photonne un polymère, les résines photoréticulables, la lumière UV, c'est quelque chose, c'est des choses qui sont un peu pointues. Moi, j'aimerais bien une présentation simple. Tes clients sont qui? Tu leur promets quoi et tu leur livres quoi? Et quel est le business model et le pricing model? Qu'est-ce qu'ils te payent? Alors, tout d'abord, moi j'ai fait un doctorat à l'université de Haute-Alsace en tant que photopolymériste, photopolymères, et j'ai eu la chance de travailler avec un professeur éminent qui s'appelle Christian Decker, qui est vraiment mon mentor, qui m'a tout appris, c'est mon maître. Et puis à partir de là, en fin de compte, j'ai créé en 2002 ma propre société après avoir passé 12 ans au CNRS. Là où j'ai appris ce que c'est faisable, industrialisable, et mon outil, c'est la lumière. Alors ça, je me présente comme un architecte de l'interaction lumière-matière. Alors c'est quoi ça? Alors avec la lumière, sachez que parfois, on a ce qu'on appelle des polymères, des résines, comme c'est liquide. C'est liquide, exactement, qui, sous l'action de la lumière, vont passer instantanément de l'état liquide à l'état solide. Instantanément, c'est instantanément. Ah oui, c'est un dixième de seconde, c'est vraiment instantanément, c'est très rapide. Et les applications, c'est énorme. Ça peut être les verres de glace sur lesquels j'ai ici, ça peut être les cols avec lesquels on va coller une montre de haut de gamme, ça peut être quand on va chez notre dentiste, par exemple, quand tu nous mets une petite pâte blanche, c'est des photopolymères. Et on met la lumière dessus, une lumière particulière, UV ou visible. D'accord, ok. Alors, là, je repose ma question. Le client, c'est qui? Alors, les clients pour nous, franchement, c'est des très 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 grands comptes. Je peux assister, par exemple, Airbus, Dassault, les grands marques horlogères, par exemple, qui viennent nous voir pour développer à façon un photopolymère qui correspond à leurs besoins. Alors, un photopolymère, c'est quoi? Ça peut être une colle, ça peut être un vernis, ça peut être un composite, et puis d'autres choses. Excellent. Alors, si j'ai bien compris, la résine qui est liquide, sous l'effet de la lumière, devient solide. Et cette résine pourra avoir un usage en tant que colle. Elle va coller deux éléments. Elle pourra être une encre ou un vernis. Une encre ou pour le marquage. Exactement. Et éventuellement du traitement de surface pour fonctionnaliser une surface. Alors nous, quand on développe des choses, depuis que j'étais au CNRS, j'ai appris que tout ce qui est faisable n'est pas industrialisable. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois penser industrie. C'est-à-dire quand je fais quelque chose, et faisabilité, ça peut être à la fois en termes d'écologie, en termes de toxicité, en termes de coût, en termes de rapidité. Alors, une question très importante qu'on aurait pu poser, pourquoi
nos clients viennent vers la photopolymérisation. Excellent. Voilà. Excellent. Pourquoi Okay. ça? Ouais. Ben, tout simplement, c'est parce que c'est une technologie rapide, écologique, pas de solvant, et instantanée, donc une énergie, on économise énormément de l'énergie, et les performances sont extraordinairement bonnes par rapport au revêtement de surface, par rapport au col, par rapport au composite. Vraiment, enfin, on sait très bien les applications dentaires aujourd'hui, on peut faire des couronnes, on peut faire plein de choses. Excellent. Par exemple, imaginons que moi je viens vous voir, j'ai des produits que je commercialise. Je dis, bah écoutez, j'aimerais bien une résine, un traitement antibactérien pour mon produit. Est-ce que vous pouvez... j'ai cherché dans le marché, ça n'existe pas. Monsieur Jaouili, docteur Géo trouve tout. Est-ce que vous pouvez me donner 300 litres de ce produit-là? Alors bien sûr. Alors notre laboratoire Photon et Polymère, c'est un laboratoire privé. Ah. Il ne fait que développer le concept, c'est-à-dire quand le client ne trouve nulle part, il vient nous voir. Excellent. Et nous on développe. Après, on a des sociétés qui peuvent vous fabriquer 1 litre comme 400 tonnes. Il n'y a aucun souci. Excellent. Mais dans un premier temps, nous sommes concepteurs de formulations particulières très compliquées qui peut prendre parfois entre 1 mois jusqu'à 2-3 années pour trouver la perle rare. Et on reviendra à l'intelligence artificielle après. Bien sûr. Mais c'est vraiment le fait de voir ces formulations-là sont très compliquées, ça prend beaucoup de temps. Et puis voilà, avec l'idée aussi faisable, industrialisable. Donc on trouve parfois des formulations, mais elles ne sont pas stables, elles ne sont pas industrialisables parce que voilà, et c'est extrêmement important. Alors, si j'ai bien compris, et pour les dirigeants qui nous regardent, professeur Zaouili, ou docteur Zaouili, pardon, vous avez, ou tu as une entreprise qui est une société de services et qui est un laboratoire privé de recherche et développement auprès des industriels, et que quand ils ont besoin d'une colle, d'un revêtement, d'une encre, d'une résine, ou parfois même de produits composites, et qui ne trouvent pas de solution sur le marché, ils toquent ta porte. Ils viennent chez nous, exactement. Voilà. Souvent, c'est comme ça, c'est vrai, c'est qu'ils ne trouvent pas. Je ne peux pas citer parce qu'on est sous confidentialité, mais par exemple, certaines sociétés de luxe, pour imprimer certaines choses, par exemple, ou personnaliser certains sacs à main, ça a été fait chez nous. Voilà, on a fait, ça a pris presque entre 1 et 2 ans pour trouver le vernis qui est ultra flexible, le jet d'encre, photopolymérisable, qui est super flexible, qui adhère et qui passe toutes les spécifications. Et on a vraiment une tonne. Et juste, alors là on a vu, clients ce sont les industriels, l'usage c'est dans leur recherche et développement à eux pour produire des nouveaux produits et services. Ils sont face à une problématique industrialisable et il n'y a pas de solution sur le marché. Ils viennent te voir, tu développes à façon pour eux, mais c'est un petit peu, on est dans la R&D, mais c'est un petit peu très aléatoire. Ça peut durer 3 mois comme ça pourrait durer 12 mois. Bien sûr. Mais comment tu leur vends? Est-ce que tu vends des jours hommes? Non, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on a réfléchi énormément il y a 2 sortes. Il y a les PME, PMI, les très grandes sociétés qui savent ce que c'est la recherche-développement, qui savent que la recherche et développement, c'est pas une science exacte, même si elle fait appel à la science exacte, mais on est aléatoire. Parfois, ça peut prendre 1 jour, comme 10 mois, comme 1 an, comme 10 ans. Et on le voit dans le médicament, par exemple, où la recherche-développement, ça prend 10 à 15 ans. Alors, chez nous, en fin de compte, ce qu'on fait, quand un client nous voit, d'abord, la première des choses, on lui propose ce qu'on appelle expert opinion au avis d'expert. Voilà, on va lui proposer déjà ça pour leur donner notre avis. Alors moi j'ai 30 ans entre 28 et 30 ans d'expérience dans les photopolymères, donc je sais ce que par rapport à telle ou telle problématique, on va lui donner notre avis objectif. Voilà, très important, c'est une petite prestation. Et puis 99 ou quasiment 100% de nos clients qui nous font appel à avis d'expert continuent avec nous. On leur donne notre opinion parfois. Le projet où ils pensent à le faire en 1 mois, c'est 1 ou 2 ans minimum, ça peut être 3 mois, ça peut être là où ils pensaient 1 an, parfois c'est en 2 semaines c'est fait. Voilà. Donc on leur donne un avis objectif. Après, on propose aussi ce qu'on appelle des success fees, c'est-à-dire que lorsqu'on voit que le projet est potentiellement faisable parce qu'on a capitalisé du savoir, ça, c'est extrêmement important. Capitaliser du savoir. Mais ça c'est beau. Je vais noter pour ne pas l'oublier, mais continue si tu veux bien. C'est vrai que quand les gens viennent nous voir, ils savent que nous avons mené, par exemple, chez Photon et Polymère en France, parce que j'ai d'autres sociétés, Photon et Polymère en France, on a capitalisé pas loin de 250 projets industriels de grande envergure. Excellent. Donc, on les a accompagnés, on a accompagné nos clients avec l'idée quasiment jusqu'au produit fini.
Extrêmement important. Souvent, ce qu'on propose, nous, voilà, dans cette idée produit, on propose ce qu'on appelle MVP, Minimum Viable Product, c'est-à-dire un produit qu'il faut optimiser par la suite, mais voilà, c'est du laboratoire. Donc, vous mentirez à quelqu'un qui vous dira, d'un laboratoire sortira un produit fini. Jamais. Voilà, c'est un laboratoire, quel que soit le laboratoire, il va vous donner un produit, un proof of concept, un produit. Après, il faut le dupliquer en une pièce, en 10 000, en 1 million. Et là, c'est là où vient le problème. Les industriels comprennent parfaitement le scale-up, industrial scale-up. C'est-à-dire comment, à partir d'une idée ou un proof of concept, je vais faire 300, 400, 1000, 10 000, 1 million avec la même qualité. Excellent. Très important. OK. Alors, si nous avons bien compris, nous avons devant nous à la fois un entrepreneur, à la fois un docteur en photochimie. La photochimie, c'est l'interaction entre la lumière et la matière, la résine liquide qui devient solide avec la lumière. Les clients sont des clients des grands groupes. Ces grands groupes, dans leur R&D, ils vont parfois être contraints de changer de colle, de process, et ça fait appel à des besoins chez toi. Bon, la question qui peut se poser, c'est comment on devient photochimiste? le petit Khalid, quand il était petit. Alors moi, je me rappelle, je suis français d'origine marocaine, mes parents sont d'origine marocaine, et c'est vrai que je me rappelle toujours, à l'âge de entre 10 et 11 ans, ma passion, c'était la chimie. D'accord. Alors, je prenais des médicaments périmés. Alors, ça, je conseille à personne de le faire, surtout les enfants. Donc, les médicaments périmés, des sirops, des cachets, des choses comme ça. Et je faisais mes petites mixtures dehors. Le vendredi, c'était un peu le week-end au Maroc, à l'époque. Je faisais des petites mixtures, et puis dans un petit pot, et puis je mélangeais. Je voulais créer la potion magique. D'accord. Pour moi, c'était un rêve d'enfant. Et je notais tout. Je notais que voilà, j'ai mis 2 cachets, un petit peu de sirop, vraiment comme un vrai chimiste. Et quand je revenais le vendredi d'après avec les yeux vraiment grands pour voir est-ce qu'il n'y a pas un arbre géant, parce que je versais ces petites potions sur des petites arbustes, et je notais lequel, celui-là je donnais 2 louches, celui-là je donnais... Voilà, c'est une cata. Donc en fin de compte, j'aurais pu faire par exemple carrière chez Glyphosate et des choses comme ça, parce qu'en fin de compte, les plantes, elles étaient parfois pas bien en bon état. En revanche, j'ai appris quelque chose de très important. Je me suis dit que si j'ai envie de comprendre l'interaction de ces produits-là, il faut que j'étudie. Et c'est là, en fin de compte, j'étais dans un des meilleurs lycées à Casablanca. Après, j'ai fait les classes préparatoires à Orléans. J'ai intégré l'école de chimie. Puis après, j'ai continué avec un doctorat en photochimie. Photochimie. Et j'ai eu la grande chance, sincèrement, de joindre l'équipe de Christian Decker, professeur Christian Decker. C'est un éminent professeur, vraiment très connu mondialement, qui m'a tout appris. C'est mon mentor, c'est mon maître. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai devenu un peu photopolymériste. Et puis, pendant mes 12 ans au CNRS, j'ai appris comment travailler avec les industriels, CIBA, BASF, DuPont, 3M, la DGA, la Direction Générale d'Armement, Dassault, Airbus Industries. Voilà, j'ai appris ce que c'est faisable, industrialisable. Voilà, c'est extrêmement important. Excellent. Alors, là, cette curiosité, parce que là aussi, on a des dossiers sur toi. On a un TEDx dans lequel tu nous parles de cet amour pour le savoir qui est né dès la petite enfance. Et tu nous as parlé de quelque chose de très important, la transmission. Aujourd'hui, on a vu des photos, tu m'as montré des photos même à l'étranger avec des enfants que tu invites à ton laboratoire. Cette notion du savoir et de la transmission du savoir, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? C'est quelque chose qui est magnifique, qui est vraiment pour lequel je tiens énormément. Au-delà de l'aspect business, il y a la transmission. Et je me rappelle une petite anecdote, j'avais reçu dans ma société Photon Polymère en 2010-2012 un petit groupe d'enfants d'un collège ZEP à qui je suis allé faire une conférence, de dire voilà d'où je viens et comment on arrive à étudier d'une grande famille de 7 personnes, d'une maman, papa qui ne savait ni lire ni écrire, qui nous ont poussés vers l'avant avec le respect et tout ça. Et à partir de là, je vais dans les collèges et les lycées, gracieusement, parfois même des universités, où je partage mon savoir. Et là, en fin de compte, dans cette étape-là, dans ce collège, des petits jeunes, ils sont revenus chez moi. On a choisi 12 avec les professeurs qui sont venus visiter pendant une demi-journée chez nous au laboratoire. Et j'ai croisé un dans un aéroport il n'y a pas très longtemps, et qui est devenu plus grand que moi. Et puis, j'ai pas du tout reconnu. Il me dit, Monsieur Zawili, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Je dis, non, pas du tout. Je suis venu chez vous dans votre laboratoire.
Et vous m'avez expliqué ce que c'est un chercheur. Aujourd'hui, je suis un Master 2, peut-être que je vais continuer au doctorat. Et ça, c'est la meilleure des choses. Excellent. C'est-à-dire de pouvoir, voilà, franchement, d'inspirer, de pousser les jeunes vers la curiosité, de dire, voilà, c'est des petits détails dans la vie, mais voilà. Pour moi, j'insiste sur le mot curiosité, très important. Mais la curiosité est un vilain défaut. Franchement, non. Moi, le fait, ce que je dis, j'ai des enfants, j'ai 3 filles, quand elles étaient petites, je lui dis, voilà, la curiosité basique de voir ma copine ou mon copain qu'il a des chaussures de telle ou telle marque, ça, tout le monde, c'est accessible. En revanche, savoir ce que fait un ver de terre, et je me rappelle toujours avec ma fille Soraya qui a maintenant 30 ans, j'ai passé 2-3 heures à lui expliquer, parce qu'il avait tué un petit ver de terre, lui expliquer ce qu'elle est, le rôle de ce ver de terre. Il l'a respecté toute sa vie. Et c'est extrêmement important, nous, les parents ou les chercheurs, le fait de partager avec les jeunes le mot curiosité, c'est-à-dire un angle d'attaque. En fin de compte, on voit la problématique autrement, voire on essaie de comprendre pourquoi. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et même aujourd'hui, sincèrement, dans la recherche-développement, souvent, c'est cette curiosité je dirais, qui fait de moi un expert dans le domaine du collage, dans le domaine de l'impression 3D, dans le domaine, voilà, c'est d'avoir cette petite, je dirais, cet angle d'attaque pour dire pourquoi ça. Pourquoi c'est se poser des questions, c'est-à-dire la curiosité. Ah oui, ça moi, c'est quand je fais des expertises, quand je suis appelé un peu dans le monde à solutionner certains problèmes techniques, croyez-moi, c'est vraiment, parfois, c'est cette question, pourquoi, on arrive à trouver, je dirais, rentrer dans le détail des choses, quoi. Excellent. Alors, tu parles du monde. Aujourd'hui, tu as une entreprise en France. Oui. Est-ce que tu peux nous parler des autres entreprises? Alors, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'avais parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle la passion pour la chimie. Oui. Mais j'étais en même temps mordu, même à l'âge de 10-14 ans, par les montres. Vraiment, j'adorais les montres. D'accord. Au Maroc, j'avais pas les moyens. J'achetais des grandes montres, ce qu'on appelle avec le petit coq qui faisait comme ça, je me rappelle plus le nom. Et je les dépecais, mais vraiment morceau par morceau. Et je passais parfois 3-4 mois en cachette de mes parents. J'avais un petit bureau, je mettais dedans et je passais 3-4 mois à les remonter. D'accord. Et j'étais sincèrement happé par la beauté mécanique des pièces. Je ne comprenais pas comment un être humain puisse créer cette complication. Et j'avais la chance d'avoir un grand frère qui m'expliquait qu'en fin de compte, ce que j'ai entre les mains, ce n'est pas un produit qui est sorti d'un seul coup. Ce sont des successions je dirais parfois d'innovation et d'amélioration. Oui. L'amélioration est accessible, l'innovation plus dure. Oui. Voilà, l'amélioration, on peut dire tiens, pourquoi, et en fin de compte. Donc cette passion par les montres m'a ramené à travailler à partir de 2007. J'étais appelé à travailler avec les très grandes marques, les de luxe, qui ont besoin de photopolymères, particulièrement des collages, des encres. Des marques de luxe. Voilà, de marques de luxe, vraiment la haute, le top, voilà, ce sont des clients aujourd'hui. Et d'ici là, comme ils souhaitaient avoir en fin de compte Swiss Made, j'ai créé ce qu'on appelle un autre laboratoire, Orlovia Chemicals, à la Chaux-de-Fonds, c'est la mecque de l'horlogerie, pour répondre aux besoins de mes clients. Aujourd'hui, on est numéro 1 là-bas pour accompagner nos clients à la fois dans l'impression 3D, dans l'horlogerie par exemple, et surtout dans le domaine des revêtements. On a au moins 5-6 brevets sur la Suisse justement, des protections temporaires. En fin de compte, j'ai appris que la chimie, les polymères sont super présents dans les montres et tout ça. À la fois, il y a des polymères qu'on voit, tels que les aiguilles, des choses comme ça, le collage, mais il y a des polymères qu'on fait appel, par exemple le collage temporaire. J'ai envie de polir une toute petite pièce, par exemple aiguille, je ne peux pas la tenir en étau. Il faut la mettre une colle, cette colle peut s'enlever. Donc on a déposé des brevets comme ça. Excellent. Voilà. Ça c'est en Suisse? Ça c'est en Suisse, voilà. Okay. Et puis, alors j'étais classé il y a à peu près 5-6 ans parmi les top 10 chercheurs experts en impression 3D, ce qu'on appelle la stéréolithographie. Oui. C'est ce qu'on appelle l'impression en vase liquide et tout ça. Et puis j'étais un peu chassé par un headhunter sino-américain pour aller travailler en Chine pour accompagner sa société dans le domaine de l'impression dentaire, des couronnes dentaires à base de céramique. D'ici là, j'ai créé Advanta Photochemicals. En fin de compte, Performance Photochemicals, en fin de compte, c'est une société qui reprendra certainement peut-être le savoir-faire de photopolymer boosté par l'IA. Excellentissime. Et dans quel pays? C'est en Chine. En Chine. On est à 150 km de Shanghai. Voilà, ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es présent en France, en Suisse et en Chine. Et tout ça, ce sont des rencontres. Voilà, exactement. Et il y a peut-être aussi une rencontre qui
qui a changé ta vie, non pas avec une personne physique, mais avec une entité ou une nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. C'est vrai. Alors, ça ne date pas de ChatGPT. Toi, ça date de bien avant. Voilà, avant. Alors, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? En fin de compte, il y a un élément qu'on appelle chez nous les design experiments. En fin de compte, ce sont des algorithmes qui permettent, pour les chercheurs, par exemple, quand j'ai 5 produits, dans nos formulations photopolymères, en général, on a 5 ou 3 jusqu'à 10 produits, ingrédients, comme une recette. Et en fin de compte, quand on les mélange, parfois on dit, tiens, je mélange celui-là à 5%, 3%. On voit ce qu'on appelle les plans d'expérience. C'est une méthode qui s'appelle Taguchi, japonaise à la base, qui permet, en fin de compte, plutôt que de mettre, si je dois faire toutes mes manips, j'en ai pour 300, eh bien, cette méthodologie Taguchi ou Design Experiment me proposera uniquement de faire seulement 32 formulations en ayant la visibilité comme si j'en ai fait 300. Excellent. Voilà. Jusque-là, c'est très bien. Et puis après, on s'est dit, mais tiens, nous, quand on mélange parfois, je veux citer un exemple vraiment réel. Par exemple, pour trouver l'encre pour une très très grande marque de luxe pour la bagagerie, dont je n'ai pas le droit de citer le nom, on a fait 686 formulations avec les design experiments. Autrement, j'aurais pu faire peut-être 12 000 ou 20 000. Donc tout ça, c'est extrêmement important. On s'est dit, tiens, maintenant, est-ce qu'il y a des outils? Et c'est là on a pensé à l'intelligence artificielle, des outils qui nous permettent parfois, avant de mélanger, de prévoir, de prédire la viscosité et de prédire même les propriétés mécaniques. Parce que nous, quand on cherche, quand on fait une formulation, on l'a fait non pas juste pour... Non, c'est pour correspondre à un besoin. Ce besoin-là, ce sont une viscosité, ça peut être une abrasion. Tu as cité tout à l'heure l'antimicrobien, on en a fait. On l'a fait pour une très grande marque qui s'appelle Gerflor, il y a très longtemps, pour les PVC de sol. Donc ça, c'est des choses... donc on a on a embauché 2 ingénieurs. Franchement, c'était pour moi, je me suis dit... Alors, très important, un élément. Malgré la petitesse de mes sociétés, je consacre en général 10 jusqu'à 20, parfois 25% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement pour laquelle on n'a aucun client. Très important. Aucun client. C'est une visibilité, ce sont des idées. Parfois, je tombe dans mon lit et je dis, tiens, on va faire ça. Je prends un stagiaire ou 2, et puis parfois, on essaie de faire. Et c'est comme ça qu'on a pu développer des encres. C'était parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai pris un stagiaire qui a travaillé sur les encres photopolymérisables Inkjet. Et on a vu des choses quand le client est venu nous voir, on n'est pas parti du rez-de-chaussée, on est parti du 12e étage pour atteindre le 20e. Donc ça, c'est à partir... Donc on a pris 2 ingénieurs qui ont commencé à travailler, on leur a donné un petit peu libre choix pour dire, voilà, on aimerait bien prédire et tout ça. On a passé un temps fou à leur expliquer la chimie, l'interaction lumière-matière, des choses comme ça, parce qu'ils sont à la base des informaticiens. En fin de compte, des codeurs et des informaticiens. Et à partir de là, j'étais scotché, parce que ces gens-là nous ont pondu à la fin quasiment de leur stage, mais une petite application qui nous permet d'avancer, mais vraiment, on a... Une vitesse alors, quand on fait ce qu'on appelle tout ce qui est, par exemple, simulation, il faut tout de suite passer au laboratoire. Parce qu'on dit, tiens, on aimerait bien... Alors, on a d'abord commencé par prédire les propriétés, et puis après, par la suite, on a essayé de prédire, par exemple, les viscosités, ceci. Et maintenant, on peut lui demander, à partir de la base de données, parce que nous avons même pas loin de 25 ans de données. D'expérimentation et de données vraiment lourdes. C'est-à-dire, on sait quand on mélange tel oligomère avec tel monomère, avec tel photomorphisme, avec tel additif, on obtient ça. Ça, on a. Oui. Ça, c'est la base de données. C'est une base de données. Du savoir. Du savoir, voilà, exactement. De notre savoir, voilà, c'est extrêmement important. Et là, c'est, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle que tu as développée en interne, te permet d'aller plus vite, c'est ça? Exactement. Franchement, ça nous permet d'aller plus vite, de sélectionner rapidement tel ou tel avec tous les suppliers, c'est-à-dire les fournisseurs de résine dans le monde, quasiment photopolymérisables. On a quasiment leur brochure et on sait tel produit peut correspondre ou pas du tout. Et parfois, certains produits, nous avons les spécifications du fournisseur, mais nous avons ajouté 3-4 colonnes, nos spécifications. Excellent. Très simple, c'est-à-dire notre added value. C'est-à-dire sur quelle est notre valeur ajoutée, ce produit-là, parfois le fournisseur le propose pour tel ou tel, et nous on a ajouté, mais il est excellent aussi pour ça. Par contre, ça c'est un peu moins. Voilà. Et ça, c'est la richesse que vous avez, qui n'existe pas sur le marché. Non. Là, il y a un usage de l'intelligence artificielle dans une logique de productivité. C'est-à-dire qu'au lieu qu'une tâche dure un certain nombre de temps ou requiert énormément d'efforts, en fait, on va augmenter la productivité des collaborateurs.
Mais tu m'as dit aussi qu'aujourd'hui, tu penses à l'IA pour innover, pour proposer des nouvelles propositions de produits et de services sur le marché. C'est pas juste pour tes collaborateurs ou pour toi à l'intérieur de ton laboratoire, mais carrément quelque chose que tes clients peuvent utiliser. C'est quoi ça? Alors on pense, alors ça c'est particulièrement, ça sera certainement pour le marché suisse, parce que en Suisse on est répertorié comme un peu, je suis expert dans le domaine du collage depuis pas mal une dizaine d'années. Et on a régulièrement les très grands comptes, rien que les 2-3 mois derniers, on a eu quasiment les 4-5 tops qui sont venus nous voir pour trouver soit des cols spécifiques pour leurs besoins, soit des process de collage, d'assemblage. Alors l'assemblage par collage, c'est extraordinaire. C'est vraiment, on peut assembler du verre avec du métal, du cuir. Et l'idée, c'est d'apporter, en fin de compte, de mettre un petit peu d'intelligence artificielle avec notre expertise, de les aider dans leur choix et de les accompagner dans le domaine, par exemple, surtout dans la sélection de tel ou tel. Alors, il y a énormément, des millions de cols et d'adhésifs, de les accompagner dans le dédale, les aiguilles, exactement. Donc, et en fin de compte, raccourcir le temps de trouver rapidement le produit qui leur convient. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, cet amour du savoir que tu as eu, qui t'a poussé à aller dans cette voie de la recherche et développement, qui t'a permis par la suite d'aller vers tout ce qui est photoréticulable ou l'usage de l'univers de la photochimie, t'aide à créer une entreprise. Cette entreprise te permet encore de générer du savoir qu'on pose sur l'état de l'art. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas dans l'état de l'art, on vient te voir et là tu fais des recherches. Et on a certaines qui fonctionnent. Pour avoir une formulation qui fonctionne, peut-être, il a fallu tester des milliers et des milliers. Exactement. D'accord ? Ce qui fait que sur les milliers, il y a eu production de savoir. Et là, ce que j'entends, c'est que l'intelligence artificielle que tu as rencontrée il y a quelques années, tu l'as exploitée, utilisée pour modéliser ce savoir que tu as déjà, et ça devient un outil de productivité pour toi. C'est-à-dire que quand il y a une nouvelle demande, ça t'aiguille déjà sur quelles sont les pistes à enlever et sur quoi il faut se focaliser. D'accord ? Et là, cette intelligence artificielle, tu me dis que maintenant, tu vas aller encore plus loin et tu vas avoir une offre sur étagère dans un cas spécifique, dans un pays spécifique, parce que le besoin est récurrent. Voilà, exactement. Voilà. Ça, on en parlera peut-être. C'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le détail de l'offre, mais l'idée, c'est vraiment d'accompagner nos clients dans le domaine du collage, particulièrement en Suisse, pour l'horlogerie ou pour l'électronique, on peut, dans le domaine du collage, les accompagner à trouver, sélectionner rapidement le bon produit. S'ils ne trouvent pas, on peut partir peut-être d'un produit qu'on peut améliorer, mais trouver déjà le bon produit par rapport le point de départ. Voilà, point de départ pour gagner, ça fait gagner énormément de temps. Ça veut dire, ça élimine les tests un peu aléatoires, les tests un peu hasardeux. Voilà, c'est vraiment aiguillé. Et ça, c'est bien sûr à la fois sur les produits qui existent sur étagère par rapport aux différentes sociétés respectées dans le domaine du collage, mais aussi en même temps boosté par notre savoir, un petit peu capitalisé dans ce domaine-là. Ouais. D'accord. Alors, il y a un sujet qui est très important quand on entend déjà intelligence artificielle, savoir. Il y a directement les dirigeants qui nous regardent, ils peuvent dire « Mon Dieu, confidentialité !» Et là, on parle de quand même quelqu'un qui son fond de commerce, c'est le savoir. Voilà, exactement. Mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as donné ton information à l'intelligence artificielle? Et si tu te fais hacker? Et si je ne sais pas quoi? Comment tu gères cette question? Sachant bien, je m'excuse, parfois je rencontre des chefs d'entreprise où les sujets de confidentialité sont des sujets qui ne sont pas dans cette logique de R&D. C'est principalement juste des choses basiques. Je ne sais pas leur plan d'ici les 3 ans, les 5 ans, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et c'est juste, je vais recruter quelqu'un, je vais lancer un site e-commerce. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la sensibilité qu'on peut avoir dans la R&D très poussée. Comment toi, qui es dans le lec le plus ultra, dans des choses qui ne sont même pas encore sur le marché, tu peux faire confiance à l'intelligence artificielle? Alors, c'est vrai, il faut, en général, on a sécurisé les choses par rapport au contrat qu'on utilise sur certaines plateformes. On a demandé que toutes nos données ne soient pas traitées ailleurs, mais malgré tout ça, ce qu'on a fait, on a crypté toutes nos données. Par exemple, un produit qui s'appelle, je ne sais pas, CR, SR 236 sur le marché, on va l'appeler, nous, X22.
Il n'y a que nous qui savons ce que c'est la correspondance. La correspondance. Donc, ce qui fait que ça rend les choses plus compliquées. C'est-à-dire qu'il faut 2-3 étapes parfois pour aller trouver et en fin de compte, utiliser nos data brutes, ils ne l'auront jamais. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Donc, on a crypté. Ça prend un peu de... Ça aussi, ça prend énormément de temps. Ouais. Extrêmement important. Donc, ça, on a crypté déjà tous nos produits comme ça. Mais pour la première partie, c'était des algorithmes à l'époque qui étaient maison, c'est-à-dire locaux. Locaux, exactement. Après, aujourd'hui, on peut aussi prendre les API, je pense, les intelligences artificielles qu'on a, que ce soit Claude ou OpenAI ou des choses comme ça, et les mettre vraiment sur un desktop chez soi à la maison, et puis travailler avec les données, c'est-à-dire il n'y aura aucune connexion par rapport à Internet. Donc nous, c'est ce qu'on a fait au début. Hein. Pas de connexion. Le serveur sur lequel il y avait nos data, il était physiquement pas connecté à Internet. Excellent. C'est-à-dire que à travers toi, je partage cette information avec les dirigeants qui nous regardent, c'est que cette notion de confidentialité ou de sécurité des données, c'est une fausse problématique par rapport à l'intelligence artificielle. En fait, elle est générique et générale par rapport même à la gestion électronique des documents, par rapport aux emails. Voilà. Les emails, par exemple, c'est vrai rien ne pas utiliser le vrai nom des gens ou le vrai nom de la société, ça permet parfois d'éviter de reformuler peut-être le mail correctement, mais sans donner toutes les informations que j'ai écrit à monsieur Intel ou madame Intel qui travaille dans la société Intel. Ça, on peut faire on va anonymiser les... Exactement. Donc ça, c'est un niveau qui est pas mal, mais qui permet déjà d'éviter que n'importe lequel peut avoir accès. Ce que j'entends, c'est que même si on a des données qui sont relativement sensibles, des données qui sont à forte valeur ajoutée, il y a bien sûr des solutions pour assurer la confidentialité et la sécurité. Et c'est aussi une question de qui nous attaque quelque part. Si c'est la NSA qui veut accéder, c'est pas un problème. Mais si c'est un concurrent, le concurrent, c'est un niveau de sécurité qui... Nous, de toute façon, par exemple, en Chine, on fait aussi, par exemple, notre société Advanta UV Performance Photochemicals en Chine. On a crypté déjà tous les produits chez nous. On n'est que 2 personnes à savoir ce que c'est. C'est-à-dire que l'ingrédient, par exemple, le sel, on va appeler petit lapin. Juste l'icône rose. Voilà, exactement. Il n'y a que 2 personnes qui savent que c'est du sel. On ne fait pas la différence entre le sel et le soude ou des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement important. La confidentialité, tu peux me croire que quand j'ai démarré la société, énormément de sociétés, parfois, le placent devant l'expertise. À tel point que je me rappelle toujours d'une société avec qui on a travaillé dans le domaine de la défense nationale, et ils nous ont imposé d'avoir un coffre-fort chez nous pour que tous les documents soient installés dans un coffre-fort et fermés. Voilà. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Voilà, excellent. Alors, nous avons parlé du savoir, et par exemple, par rapport aux dirigeants qui nous regardent, quand ils ont leur entreprise, leur fonctionnement, leur façon de faire comme d'habitude, et aujourd'hui on voit que le monde est en train de changer et le changement s'accélère notamment avec l'arrivée de l'IA. Quels sont les conseils que tu peux nous donner pour être dans cette quête du savoir, dans cette curiosité, cette bonne curiosité? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que dirigeant? Parce que normalement, en tant que dirigeant, nous on manage, à la rigueur on fait de l'amélioration continue, mais très rare les entreprises, surtout les PME, PMI, qui s'engagent dans une logique de R&D et d'innovation. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Sincèrement, alors nous, on était un laboratoire d'innovation et de recherche et développement depuis le début. Donc pour nous c'était, et puis déjà dans mon ADN personnel c'est comme ça. C'est une curiosité qui est née. Curiosité built in. Exactement. Dès le départ je me rappelle toujours quand mes enfants ils étaient petites, je passais un temps fou à leur expliquer pourquoi ceci, pourquoi ce caillou, voilà. C'est des petites choses extrêmement de détail. Et ça j'adore. Ça c'est vraiment, entre autres c'est un petit peu comme ça, pour ça que j'aime l'industrie par exemple suisse horlogère, c'est le détail de la précision. Voilà. Donc revenons à ta question concernant pour tous les chefs d'entreprise, c'est clair que dans mon entreprise, à moi par exemple, Photon Polymère, le business model que j'ai créé au début n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. D'accord. J'ai dû m'adapter. D'accord. Et tu m'as accompagné à certains moments. Voilà, extrêmement important. J'ai dû m'adapter pour avancer, pour réorienter ma recherche. Par exemple, là, on a parlé tout à l'heure, avant qu'on commence, on a parlé de l'électron beam. Tu vois, c'est extrêmement important. C'est quoi par exemple ça?
L'électron beam. Electron beam, en fin de compte, quand on a des résines, pour les sécher, on a plusieurs voies. Soit on va les mettre dans un four avec un catalyseur, soit quand c'est des photopolymères, on va mettre la lumière UV visible, mais à partir d'une certaine dose, soit on peut utiliser un faisceau d'électrons. D'accord. Alors l'avantage du faisceau d'électrons, il est plus puissant. On peut aller jusqu'à sécher ou réticuler, par exemple, des composites à base de fibres de carbone que je ne peux pas. Je peux utiliser un four, mais ça demande énormément de temps. Ou l'UV, c'est pas possible parce que ça pénètre pas. Par contre, l'électron beam, je peux aller jusqu'à 1 cm. 1 cm, 2 parfois selon la puissance et tout ça. Donc ça, c'était des choses extrêmement importantes. À chaque fois, il faut s'adapter. Donc par rapport à photone polymère, on a démarré avec le revêtement, après on a switché pendant quasiment 2010-2012, on a focalisé sur le drop jet, le inkjet, c'est-à-dire comment formuler des résines. On était les seuls à les faire, c'est-à-dire des résines qu'on peut utiliser, la tête d'impression, pour produire des pièces en impression 3D, pour customiser un sac à main, pour écrire sur le marquage par exemple de certains cadrans de très haut niveau. Voilà, la précision, la haute fonctionnalité. Et ça, c'est vraiment l'initiateur de ça, c'est la curiosité. Bien sûr. C'est la lecture de dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire là? Là, dernièrement, par exemple, quand je parle de l'électron beam, moi, j'étais impliqué dans l'électron beam avec l'Université de Toulouse, mais en 86, 87, 88. C'est très, très loin. Très, très loin. Aujourd'hui, ça revient à l'avant. Donc, on peut rebondir. Je peux prendre aussi la curiosité. On avait déposé 5 brevets Airbus Industries à partir d'un savoir d'un de mes professeurs à qui j'ai mis un update. Lui, il avait déposé le brevet dans les années 70 à base de thermoplastique, et moi, on a déposé le brevet sur des ailes d'avion, ce qu'on appelle des anti-icing, sur lesquels la glace ne peut pas adhérer. On a déposé 5 brevets, donc c'est quelque chose de très à partir de l'idée, c'est-à-dire, C'est-à-dire que ce que j'entends et ce que tu nous donnes comme cadeau pour nous, dirigeants, c'est garder ce moteur de curiosité, d'accord, d'avoir une veille sur le marché. Voilà, très important. Et que parfois des informations qui peuvent nous sembler pas utiles, au fil de temps et au fil des informations qu'on peut capter, on peut créer un maillage et créer quelque chose de nouveau. Et moi j'insiste, il y a la curiosité et les signaux faibles. Les signaux faibles, c'est en fin de compte parfois, à la lecture, je lis pas beaucoup, mais je lis plutôt tout ce qui est scientifique, des brevets, des revues scientifiques, un petit peu dans mon domaine, ou tout simplement dans la photopolymérisation, j'ai des magazines, et ça c'est important. Et à partir de là, on peut sentir le vent tourner ou le vent, extrêmement important. Et tout, je dirais, quelle que soit la société, vous devez, sincèrement, avoir, je dirais, 5-10%. Parfois, ça ne coûte pas très cher d'avoir un stagiaire, lui donner un sujet, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la vente, que ce soit dans, par exemple, de revoir les processus, l'optimisation continue, extrêmement important. Sinon, quand on ne progresse pas, on se rappelle, Norman Oudou, elle faisait presque 12 heures de jour, 12 heures de natation par jour pour avoir un quadruple ou quintuple champion du monde. Donc, il faut, tous les chefs d'entreprise, on doit garder cette petite flamme de visionnaire et de s'adapter, extrêmement important. La rigidité, c'est vrai, droit au mur. Si moi j'ai gardé mon business plan de début, en 2002, quand j'ai créé Photon et Polymère, j'aurais été dans les rangs, renforcer les rangs de Pôle emploi. Il faut à chaque fois Et puis, à un certain moment, par exemple, la petite histoire pour Orlovia Chemical, c'était un expert qui est venu nous voir de la région Alsace, qui aidait à la stratégie, et m'a posé la question, mais docteur Zawili, pourquoi vous ne travaillez pas avec les horlogers? Je dis, mais attendez, mais si jamais de la vie, je pourrais travailler avec eux. C'est des mécaniciens. Mais non, monsieur Zawili. C'est comme les lunetiers, ils ont besoin de revêtements, de vernis. Il m'a demandé d'écrire un article en 2007 qu'on peut trouver encore sur le site internet, l'horloger et les photopolymères. On a écrit, on a corrigé, on a envoyé un magazine, était accepté. 3 semaines après, avec quasiment tous les majeurs players de l'horlogerie sont venus nous voir pour nous demander soit des optimisations, soit des recherches de développement. Donc, et c'est là, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité. Pourquoi ne pas créer? Ils nous ont dit, mais écoutez, c'est très bien, vous êtes français, vous travaillez en France, on aimerait bien que vous faites du Swiss made sur le... on l'a fait. Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Donc, on a des projets encore pour des doigtiers, pour des choses comme ça. Ce que j'entends ici, c'est une histoire de rencontre. Voilà.
rencontre avec le professeur qui est ton mentor, la rencontre avec des personnes qui t'ont permis un petit peu de s'adapter. C'est important. Et la rencontre aussi avec des technologies, la stéréolithographie, l'intelligence artificielle, l'électron beam maintenant. C'est des rencontres qui font qu'il y a des sauts en termes d'apport et en termes de valeur ajoutée que tu apportes à tes clients. Tout à fait. Il y a d'une part ça, et le out of the box, c'est extrêmement important. Par exemple, quand les Chinois m'ont demandé de s'occuper de leur département innovation, recherche, développement, comme directeur, j'ai dit OK, mais moi je ne travaille pas à la chinoise, je veux travailler à la française, comme j'étais élevé ici, je dirais à l'université française et tout. Donc on a essayé il y a quelques années, pour dire à quelqu'un qu'on peut imprimer des courants dentaires avec les mêmes performances sans ce qu'on appelle fritage, c'est-à-dire fritage, on doit les passer dans un four à 1000 degrés, il faut rigoler. Avant, on l'a fait. On l'a fait parce que on a mimité là-dedans, on a fait, il y a des brevets qui sont en cours, donc je ne peux pas détailler les choses, mais on peut imprimer aujourd'hui, par exemple, des courants dentaires en impression 3D en moins de 10 minutes avec les propriétés des dents qu'on a dans notre bouche. Voilà. Tout ça avec la curiosité, la out of the box, et puis la créativité. La créativité, exactement. Excellent. Alors, je vois ton beau costume, je vois... C'est quoi ça? C'est un pin? C'est un insigne? C'est quoi? Ça, c'est en fin de compte, c'est l'insigne de Chevalier d'Or du Mérite, parce qu'on a mené des études pour la DGA, pour la Défense nationale. On a développé, donc c'est très confidentiel, je peux pas en parler. C'était en 2009 jusqu'à 2010, et ça m'a valu justement par rapport aux travaux rendus à la nation, et puis l'innovation, mon travail, mon parcours, chercheur devenu entrepreneur. Alors, beaucoup de gens disent celui-là il est fou, il quitte le CNRS pour partir dans le privé. Dans le privé. Voilà, c'était je ne dois pas oublier, c'est quand même l'entrepreneuriat reste quand même une histoire de famille extrêmement importante, parce qu'on oublie régulièrement les gens qui nous entourent. Donc sans mon épouse, sans ma famille, je serais peut-être pas là, parce que quand on crée une entreprise, comme tu le sais très bien, c'est pas toujours rose, il faut toujours se régénérer, c'est extrêmement important ça. On dit qu'un entrepreneur doit faire face aux 3D, la dépression, le divorce et le dépôt de bilan. Alors, moi je me rappelle parce que tu m'as invité, j'étais honoré parce que je pense en 2010 quand tu as eu l'insigne, j'étais ça m'a été remis par mon ami Jean-Marie Laine, professeur qui est quand même quelqu'un que j'apprécie énormément, qui était un des professeurs de mon professeur Jean-Christian Decker. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et qui a un prix, je pense. Qui a un prix Nobel. C'est un prix Nobel, tu as eu le... alors, si nous devons conclure cet échange, notamment autour de... Si je prends 3 mots-clés ou 3 expressions, j'aimerais bien garder la curiosité comme moteur. J'aimerais bien garder aussi cette notion de out of the box, cette créativité en dehors du cadre. D'accord. Et j'aimerais bien mélanger ça avec l'intelligence artificielle. Si tu prends ces 3 ingrédients et tu les formules pour nos dirigeants qui nous regardent, tu dirais quoi en conclusion? C'est vrai que si on fait la curiosité, le out of the box et l'intelligence artificielle, on doit rajouter peut-être un 4e élément, parfois des experts. C'est-à-dire extrêmement important. Par exemple, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les experts? Sincèrement, je ne pense pas. Sincèrement, honnêtement, je ne crois pas, parce que on peut faire beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle, mais quand on est expert, il faut faire attention. Parfois, aujourd'hui, alors ça s'améliore tous les jours, elle peut vous sortir des conneries. Mais en général, à 80%, elle peut booster notre productivité, notre créativité parfois. Ça nous donne des idées, même dans mon domaine à moi, ça peut me donner des idées sur lesquelles je rebondis parce que j'ai travaillé 10 ans, et puis après, à partir d'avoir fait ça, l'intelligence me propose autre chose. Donc je pense sincèrement, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens ont peur, mais personnellement, ça ne me fait pas peur, parce que, à mon âge, je l'ai adopté il y a 10 ans quasiment, avant que l'OpenAI ou des choses comme ça. Donc j'étais déjà pas visionnaire, mais j'étais tout simplement curieux, curieux. Et utiliser quelque chose qui curieux. Et honnêtement, franchement, j'ai passé, en fin de compte, j'ai croisé un des grands experts une fois sur l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années, qui m'a parlé que c'est possible, que ceci, cela, qu'il y ait des algorithmes. Moi, je me suis dit, non, il m'a dit, il y a déjà des algorithmes sur étagère qu'on peut utiliser pour faire. Après, je dis oui, mais si on prend le mauvais algorithme, est-ce que... Non, il y a... en fin de compte,
je me suis dit, allez, j'ai investi, j'ai pris 2 stagiaires pendant 6 mois, un petit investissement de 12 000 € à peu près, pas de problème. Et puis après, ça nous a permis quand même d'aboutir et d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Non, franchement, il ne faut pas avoir peur, il faut l'utiliser, être dans son temps, sinon on sera dépassé. Ça, c'est sûr. C'est comme les calculatrices ou les ordinateurs ou les smartphones que nous avons tous dans nos poches. Donc, c'est un outil. Même, je dirais, j'ai des gens autour de moi, des avocats, des notaires, des ceci, des oui. Non, on aura toujours besoin des êtres humains, mais ce qu'il faut, ceux qui ne l'utilisent pas seront complètement largués. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est un outil qui nous permet de booster notre créativité, notre productivité, d'être, après les histoires de confidentialité, avec un minimum de frugalité. D'efforts permettent parfois d'éviter peut-être que n'importe qui, et les grands qui veulent nous espionner pourront toujours... ça, c'est no way. Mais en revanche, le petit bricoleur du coin, du voisin, ou le concurrent, ça sera un peu plus difficile. Moi, je pense, ça, c'est vraiment les deux. Le out of the box, ça permet d'utiliser l'ingrédient, je dirais, AI, pour booster, par exemple, des signaux. Ça, c'est important. Eh bien, très bien. Dr Khalid Zaouili, merci beaucoup. Merci beaucoup, Salah. Alors, nous allons avoir tous vos liens vers vos entreprises, ou tes entreprises, pardon, le lien vers ton TEDx Alsace aussi, où tu nous as parlé du savoir et comment toi-même, tu as pu être notamment boosté par ta maman. Tu nous as parlé de ta maman. Tu nous as parlé aussi de comment tu as transmis cet amour du savoir à d'autres générations. Pour les dirigeants qui nous regardent, si on doit garder quelques mots-clés, c'est out of the box, cette envie de sortir de la boîte et de réfléchir différemment à nos problèmes du quotidien quelque part. Et l'outil qui nous est donné aujourd'hui, c'est entre autres l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'il y a des challenges de confidentialité, mais ce ne sont pas des challenges qui doivent nous bloquer, mais au contraire, il y a des solutions pour pouvoir avancer. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci Salah. Merci.